L'originalité de la Sologne, c'est qu'il y a une vraie fierté identitaire. C'est-à-dire que c'est une vraie... c'est une province identifiée. Il y a des provinces qui le sont moins. Celle-ci, elle a une histoire. Effectivement, c'est plus d'une centaine de communes, c'est 3 départements. Mais il y a une identité qui est symbolisée, parce que c'est une terre pauvre, par la brique. Toutes nos maisons, ou l'essentiel de nos maisons sont en briques. Voilà, avec... Il faudrait aller voir, sur la route justement de Ligny-de-Ribois, la Ferté-Saint-Aubin, il y a la dernière briquerie, enfin, avec un gars fantastique, Baudus, les dernières briques de Sologne, qui s'accrochent. Et c'est magnifique parce que c'était avec de l'argile. Voilà, c'est une terre pauvre. Et les Solognos, nous on est très fiers de la brique de Sologne. Voilà. Et on le voit à travers. Alors, c'est une de mes églises préférées. Elle est sublime. Avec, alors on appelle ça en Sologne un cactoire. Parce que, dit-on, quand on sortait de la messe, les hommes, les femmes qui sortaient, et beaucoup les femmes, dis donc, cactaient. D'accord. Voilà, et donc, les Solognos, on appelle ça un cactoire. D'accord. Voilà, en sortant de la messe, ou peut-être même avant, voilà, pour papoter, exactement. Oui, là, il y a la Grange Josois, voilà, l'auberge de la Grange Josois, typiquement solognote. J'adore l'architecture et c'est aussi beau dehors que bon dedans, donc c'est bien. Parfait, il faudra qu'on y aille. Ah oui, 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 viendrai. Hein. Il y a la messe un dimanche sur 2 à 9h15. C'est en lien avec Chon, qui est l'autre village. 600 habitants, c'est beaucoup. Ouais, ce qui est pas mal. Hein. Ah, magnifique. Incroyable. Voilà. Alors là, j'adore cette église. Voilà, c'est... D'abord, moi je suis un Français catholique. J'ai la foi et je trouve qu'ici, je ne suis pas un mystique, mais je suis un contemplatif. On peut admirer des belles choses. Et le symbole, dans beaucoup de villages de France, mais particulièrement ici, c'est de lier la fierté de notre histoire, de notre foi chrétienne, avec ces hommes qui se sont levés pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres. Et au nom desquels on est prêt aujourd'hui à tout donner pour perpétuer cette liberté, cet amour de la France. Et donc ce lien entre l'Église et ce monument aux morts, c'est assez original, mais c'est la force d'une histoire dont on est fier. Voilà. Et une charpente absolument. Et une charpente sublime. Ça c'est l'artisanat aussi, j'allais dire, il y a une tradition d'artisanat. Bien sûr, parce qu'on a ce mélange, donc la brique et le bois. Hein, on est une des seules terres où comme je crois... la terre est pauvre, voilà, au moins il y a de la forêt. Exactement. Et on a, je crois que c'est 75 ou 76% de la Sologne occupée par les forêts. Donc en moyenne nationale, je crois que c'est 25 ou 26%. Donc c'est colossal. C'est colossal. Et donc comme on a de l'argile et du bois, eh ben, on essaie de faire quelque chose de très beau. Des belles charpentes. Exactement. On a la tonnellerie, c'est-à-dire qu'une de nos fiertés, j'adore le vin. Et il y a quelques artisans qui, à travers, là, avec le bois, fournissent des tonneaux à des grandes maisons de Bourgogne ou de Bordeaux. Donc je me dis qu'il y a un peu de Sologne dans les bons vins. Voilà. Et donc les souvenirs, c'était le... Alors on a la poste, ça c'est... Ah, qui est encore ouverte. Oui, là-bas on a l'école, D'accord. là on a la poste. Et donc dans une commune comme ici, alors c'est un combat permanent. Ce sera d'ailleurs le grand combat aussi pour défendre la France rurale, de maintenir, il faudra toute une politique, on y reviendra avec Éric Zemmour, de natalité, pour nos familles. Parce que la vie, l'avenir de la France rurale, c'est qu'on y ait des enfants. Pour maintenir nos services publics, là on a la poste, ça, on a de la chance, on a notre école là-bas. Ici,
dans ce petit village de 600 habitants, et vous avez réussi, avec le maire, j'imagine, de la commune, à défendre cette vitalité, ces commerces et encore ces administrations ou ces services publics, et que d'autres n'y arrivent pas. C'est quoi, c'est de la volonté politique? Alors, d'abord, on a des maires globalement exceptionnels. Ici, Chantal, c'est son 5e ou 6e mandat. La poigne, l'énergie avec son mari Dany, mais un couple extraordinaire qui donnerait sa vie pour la commune. Donc, à la moindre difficulté de l'hôtel, alors l'hôtel dépend du Souvigno, mais du garagiste, de la poste, voilà, de la boulangerie, une intervention immédiate. Donc, des maires exceptionnels. Bon. Deuxièmement, oui, ça compte, alors c'est pas que nous, mais moi c'est mon travail depuis 10 ans. Dès qu'il y a une difficulté, on trouve la solution, on ouvre la porte chez un ministre, à la région, au département, on appelle tous les réseaux pour trouver un entrepreneur, un repreneur, donc ça compte. On a une chance aussi, c'est notre situation géographique, 1h45 de Paris, donc ça c'est pas mal. Et puis, la fierté d'une tradition, quand une terre est fière. On a par exemple lancé il y a quelques années les 500 ans de la Renaissance, puisque je rappelle qu'ici c'est François Ier, c'est Léonard de Vinci, c'est tout ça. Entre le Gâtinais, la Touraine et le Berry, la Sologne, elle est au cœur. On a le château de Chambord, on a plein de choses. Donc le tourisme, et puis, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, la chasse, la pêche, tout ça, ça compte. La chasse. Voilà, la chasse. Donc vous êtes pêcheur, pas chasseur. Quelle est votre position sur la chasse? Un défenseur absolu. Il est hors de question que qui que ce soit puisse remettre en cause notre tradition de la chasse. Voilà, ça c'est pas possible. Un sujet particulier à la Sologne, les enclos. Parce que ça oui, bien sûr. Alors, débat. Je suis à la fois un grand défenseur de la chasse populaire, de toutes les chasses d'ailleurs. Et j'ai porté avec d'ailleurs les chasseurs, les 6 fédérations de chasse départementales de notre région, avec une écrasante majorité des chasseurs et des propriétaires. J'ai été le premier à lancer la proposition de loi pour mettre fin à l'engrillagement excessif de la Sologne, c'est-à-dire qu'il y ait ici ou là des grillages pour des raisons de sécurité comme le long des autoroutes, bien sûr. Sur de très grandes... Voilà, que chacun puisse, autour de son domicile, se protéger, oui, mais que désormais sur 500, 1000, 2000 hectares, vous ayez cet engrillagement qui évidemment s'en prend à nos animaux, qui est très dangereux pour la biodiversité. J'épargne tous les sujets techniques. Ça, c'est un des combats qui me tient à cœur, qui est l'un des grands combats soloniaux. Ma fierté, c'est que j'avais fait voter en 2016, un amendement régional qui interdit de nouvelles clôtures de plus d'1,20 m pour laisser passer le gibier. Mais c'est un combat qui prendra du temps parce que pendant 100 ans, rien n'a été fait. Oui. Mais c'est un combat qui me tient à cœur, oui. Mais on va le gagner celui-là aussi. Très bien. Bon, en mémoire de votre grand-père. Exact. Ah oui, ça il m'avait dit. Ah oui. Il m'a dit, la Sologne, elle doit rester ouverte. Elle doit rester libre. Exactement. Exactement. Parce que la nature, elle ne nous appartient pas. On doit la préserver, la chérir, la transmettre. C'est un peu exubérant. Exactement. Mais vous avez tout à fait raison, vous êtes bien. C'est un sujet dont parlent beaucoup les Solognos. Bien sûr. Ouais, vraiment. Ah oui, oui. Moi, dans ma région, je vois arriver petit à petit ces parcs engrillagés. C'est pas possible, ça. Petite surface, en plus 40-50 hectares, avec une population de sangliers délirante. Enfin, c'est absurde. La chasse, c'est du tir. Exactement. C'est plus de la nature, c'est de... La chasse, c'est quand même, c'est comme la pêche. Alors moi, vous l'avez compris, j'accompagne des chasses, mais je suis surtout pêcheur, essentiellement pêcheur. Ouais. Mais c'est de pouvoir éventuellement, mais le hasard, l'expérience, c'est un gibier libre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. À la pêche aussi, d'ailleurs. Bah oui, donc si je mets ça dans une nasse, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est extraordinaire avec les saisons, c'est comme c'est très nature, oui. On a toutes les saveurs, toutes les odeurs. Et c'est jamais la même. Vas-y. Merci. J'ai un lien affectif à la Sologne. C'était un bonhomme hors du commun, une personnalité, et très très fier. Que je sois chez les ébats. Pardon, ça ne m'arrive jamais. Hein. C'est dingue, mais moi je suis un gars très sensible. On en parle souvent avec Eric, parce qu'on est pareil pour ça. C'est un...
Guillaume Pelletier, merci de nous accueillir dans votre région, en Sologne. Je pensais, avant de venir ici, que vous étiez parachuté dans cette circonscription. Vous en êtes le député depuis 2017, mais en fait, ce sont vos racines ici. Ah oui, ici c'est toute mon histoire, c'est l'histoire de mon grand-père qui était sologno près de Ligny-le-Ribaud, qui est juste à la frontière entre le Loiret et le Loir-et-Cher, à quelques kilomètres d'ici. C'est tous mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, c'est ce rapport d'abord à lui qui m'a marqué pour toujours. Maman était aussi de Sologne, et le rapport à la nature à l'état pur en Sologne, voilà, des forêts partout, 3000 étangs. Ma passion pour la pêche et mon amour pour la France rurale. Alors oui, je ne suis pas né ici. Et c'était un rêve d'enfant et une promesse faite à mon grand-père qu'un jour, je pourrais revenir ici. Et donc il y a eu beaucoup de fierté après des épreuves, des échecs, des erreurs, que de pouvoir être élu par les Solognos il y a 10 ans maintenant, puisque j'ai été maire. 10 ans élu, mais 21 ans déjà. Exactement, 21 ans dans la région. C'est ça. Et ensuite, j'ai été élu maire d'une commune rurale, président d'une communauté de communes, la Sologne des Étangs, élu à la région en 2015, député depuis 2017. Et puis, ça c'était la dernière victoire, parce qu'il faut toujours être très modeste. J'ai perdu pas mal d'élections avant, et les 5 dernières, je les ai gagnées depuis 10 ans. Et la dernière qui m'a rendu assez fier, parce que c'était un contexte difficile, c'était il y a quelques mois, un canton, le plus grand canton du département, qui était à gauche depuis 42 ans, le canton qui porte un nom magnifique, le canton de Chambord, que nous avons conquis avec plein d'amis. Voilà, je suis devenu conseiller départemental de Chambord. D'accord. En plus. On est dans le Loir-et-Cher ici. Exactement. Et la Sologne, elle s'étend sur 3 départements principaux. Voilà. Là, c'est la Sologne pouilleuse et particulièrement la Sologne des étangs, c'est ce que vous disiez. Exactement. Là, on est vraiment à la frontière du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher. Ici, Souvigny, c'est le cœur de la Sologne. On est légèrement au sud de la Ferté-Saint-Aubin, avec ce château magnifique, sublime. Qui a été restauré par une famille fantastique, hyper courageuse. Je crois que c'est vous qui avez permis, encouragé en tout cas, un festival qui a lieu maintenant à la Ferté-Saint-Aubin chaque année. Exactement, on a permis avec Lancelot, avec Constance de Pellichy qui est maire de la Ferté-Saint-Aubin, il y a eu plein d'initiatives parce qu'on souhaitait, pour accueillir, vous savez, quand on est fier de ses racines, on a envie d'accueillir, donc de faire découvrir la Sologne à la France entière et même au monde entier. Et comme la Ferté-Saint-Aubin, ce sont les portes de la Sologne, avec ce château à l'entrée que j'invite chacun à venir découvrir, dans un style sublime, avec des lumières incroyables, avec la brique solognaise, enfin c'est absolument magnifique. On voulait qu'il y ait un bon coup de projecteur sur la Ferté. Et ici, à Souvigny, c'est ce qu'on appelle le cœur de la Sologne des étangs, la Sologne synégétique aussi, avec nos traditions dont on est très fiers, la chasse, la pêche, nos églises rurales, nos commerces de proximité. Ici, un petit bar tenu par Delphine et Benjamin, que j'aime beaucoup, qui s'accroche, qui fait resto ouvrier à midi. On était surpris justement parce que c'était un village, je crois, de 500 ou 600 habitants. Exactement. Et pourtant, il y a beaucoup de commerces. Alors comment c'est possible ? Pourquoi la Sologne réussit à avoir des villages avec encore de la vie ? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une question. En fait, la Sologne a pris de plein fouet dans les années 80-90, on y reviendra sans doute, toute la désindustrialisation de la France. En gros, pour bien que chacun comprenne, Romorantin, c'était l'une des capitales de Matra, industrie flamboyante. Tout ça a périclité, et donc des milliers de Solognos se sont retrouvés au chômage. Et la Sologne a été sauvée à la fois par la fierté de nos traditions, la chasse, la pêche, 15% de notre économie, et puis un tissu artisanal hors du commun, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des petites TPE, PME qui s'accrochent. Et ici, effectivement, dans un village de 600 habitants, vous avez un garage, une boulangerie, la poste, une épicerie, le Souvigno ici, un autre restaurant connu, la Grange aux Oies. Ça, c'est une fierté. Et ça, c'est ce qu'on essaye, moi, c'est ce que j'ai depuis 10 ans, en étant élu, de développer, c'est-à-dire l'amour pour tous les travailleurs et les entrepreneurs. C'est-à-dire que je suis très opposé à l'idée de la lutte des classes et je crois profondément à la réconciliation des classes. Et pour réconcilier les classes, ma conviction profonde,
c'est que bien sûr il faut respecter tout le monde, mais plutôt que de faire comme on le fait depuis 40 ans, une politique uniquement à l'endroit des premiers de cordée ou des derniers de cordée, je pense que la priorité des politiques publiques, cette priorité doit s'adresser au milieu de cordée, aux 70% de Français, qui font partie des classes moyennes, qui ne demandent jamais rien, qui ne réclament jamais rien, mais qui sont ponctionnés, fiscalisés, suspectés, réglementés. Et donc ici en Sologne, comme sans doute d'ailleurs un peu en Vendée, on en parle souvent avec Philippe de Villiers, notre force, c'est le tissu des micro-entreprises, des artisans qui s'accrochent et qui se battent et qu'on accompagne et qu'on aide. C'est pour faire découvrir cette France-là que vous invitez Éric Zemmour sur vos terres, j'allais dire. Ah oui, je suis très fier de ce déplacement symbolique de la France rurale. Toute la journée de vendredi, à la rencontre des maires, à la rencontre, c'était très important pour moi qu'on puisse démontrer avec Éric, aux commentateurs, à ceux qui nous suivent, la France rurale, c'est pas la France d'hier. C'est la fierté de 2000 ans d'histoire, ça c'est sûr et ça on l'assume pleinement, mais c'est une France qui s'accroche pour préparer l'avenir. Et il y aura un moment très important avec les familles, c'est-à-dire des actifs, des papas, des mamans, des entrepreneurs, la question de la garde d'enfants, de la voiture, de l'écologie, pas celle des bobos parisiens. L'écologie nous convie parce que les premiers écolos sont les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs. Nous tous, on aime tellement, puisqu'on y vit, la biodiversité, la nature, donc l'ordre naturel des choses. Voilà, c'est ça notre force. Et de démontrer que cet enfant, ce Français juif berbère venu d'Algérie, enfant de la ville, Éric Zemmour, est paradoxalement le mieux placé pour défendre et préparer l'avenir de la France rurale, parce qu'il la comprend parfaitement, ayant subi lui-même beaucoup de mépris de la part du système. Et la France des quartiers populaires et la France rurale ont subi la même chose, c'est un mépris des gouvernants. Et je suis sûr que ce coup de foudre entre Éric Zemmour et la France rurale sera profond. Alors justement, vous avez dit, il la comprend, mais il la connaît mal. En tout cas, il y a été peu jusqu'à maintenant. Comment pensez-vous que les Solognots vont réagir à sa venue? Comment est-ce qu'ils le perçoivent, à votre avis, d'après ce que vous ressentez de ce terrain que vous connaissez si bien? Alors c'est une très bonne question, ça m'a beaucoup marqué depuis quelques jours, puisque sa venue, la réunion publique à Chaumont-sur-Tharonne, tout ça est annoncé. Et sur les réseaux sociaux, ainsi par téléphone ou par courrier, puis je l'ai vu ce matin encore en revenant ici chez moi en Sologne, c'est alors il vient, c'est génial. Pourquoi? Le Sologno met du temps à donner sa confiance. Mais quand il l'a donnée, il ne la reprend jamais. Et il a vu en Éric Zemmour l'endurance, la constance et la cohérence d'un courage depuis 20 ou 30 ans sur les plateaux de télévision. Le courage d'un homme qui n'est en rien un politicien, qui préfère, par amour pour la France, abandonner une forme de confort. Il était sans doute plus simple pour lui, à 62 ou 63 ans, de rester chroniqueur, éditorialiste, journaliste. Et je crois que cette originalité qu'il incarne dans cette campagne présidentielle, le fait qu'il ne soit pas un politicien, qu'il porte avec beaucoup de courage ses valeurs, qu'il récuse le politiquement correct, la pensée unique et l'eau tiède, tout ça constitue un cocktail qui conduira, j'en suis sûr, le peuple sologno à tomber amoureux d'Éric Zemmour et la réciproque aussi, parce que nous sommes un peuple fier. La Sologne, c'est une terre difficile, ça a été pendant des siècles très pauvre. La terre ne permet pas l'agriculture. Exactement, on nous appelait les ventres jaunes, parce que la terre n'est pas bonne. C'était des marécages, des étangs, exactement. Donc c'est une terre qui a beaucoup souffert, mais qui a su se relever à la force d'endurance et de ténacité. Et je crois que la rencontre va très bien se passer. Alors on va quitter un petit peu la Sologne, parler de vous, d'abord sur le plan politique. Alors, votre parcours, c'est un peu 50 nuances de droite. Vous avez été dans plusieurs formations politiques. Certains vont dire que vous avez les voyez, certains vous qualifient d'opportunisme. Comment vous expliquez ces changements? Il y a une cohérence, bien sûr, la droite. Est-ce que vous vivez aujourd'hui avec Éric Zemmour? Est-ce que c'est un retour à vos fondamentaux? De là, vous êtes parti, c'est une droite plutôt assez traditionnelle, ou certains pourraient dire radicale. Ou est-ce que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre et une synthèse de ce que vous avez vécu? Il y a une phrase magnifique de Jaurès qui dit « C'est en allant vers la mer
que le fleuve reste fidèle à sa source. Beaucoup disent que c'est un retour aux sources. Bien sûr, en partie, mais pas que. D'abord, comme vous l'avez dit, les personnalités que j'ai accompagnées, j'étais 8 ans avec Philippe de Villiers, à peu près la même durée avec Nicolas Sarkozy, puis Laurent Wauquiez. On comprend à peu près mon positionnement politique, je suis ni de gauche ni un centriste. Je suis profondément, fièrement de droite, authentiquement français, et fier d'être de droite. Et comme beaucoup de Français, je pense, je cherche, j'ai pu me tromper, j'ai pu commettre des erreurs, je le reconnais volontiers, depuis l'éveil de ma conscience civique, c'est-à-dire depuis 1992, j'avais 15 ans, le traité de Maastricht, je ne pouvais pas voter, 15 ans, mais j'entends le 5 mai 92 à la radio, une voix rauque et grave, celle de Philippe Séguin, qui appelle le peuple français à se soulever contre les technocrates et l'Europe de Bruxelles. Et depuis ce jour, tout au long de mes engagements successifs, je cherche celui qui va mettre fin à ce cordon sanitaire absurde, cette frontière artificielle entre les droites. J'ai très vite compris que la gauche minoritaire, ayant vocation à perdre les élections et perdre le peuple, n'avait qu'un moyen de se maintenir au pouvoir, avec son magistère moral, c'était de diviser les droites. Et que ma génération, notre défi, allait être de les réconcilier. Alors pendant 10 ans, j'ai été dans la droite hors les murs. Pendant 13 ans, j'ai été dans la droite républicaine. Et la providence, le destin, tout ça m'ont conduit, je le connais depuis 15 ans Éric, mais à me dire, quand il s'est lancé, cet homme courageux qui se lance, qui porte tant de choses auxquelles je crois, qui le fait dans une démarche si originale et avec cette conviction profonde de l'union des droites, comment pourrais-je continuer à regarder ça depuis la rive ou depuis loin? J'ai vraiment préféré, par cet acte du 9 janvier, montrer que je préférais fondamentalement, certains pouvaient en douter, mais là je pense l'avoir démontré, mes convictions à la carrière, le courage et le panache au confort. Voilà, il était sans doute plus facile pour moi de rester... Parce qu'en l'occurrence, vous étiez vice-président de LR, des Républicains, donc après l'élection de En fait, on est élu exactement pendant 2 ans et demi. Oui, Christian Jacob est le président du parti, je suis son numéro 2. On a fait beaucoup de travail sur le projet, sur les idées. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, je garde des liens affectifs d'ailleurs avec beaucoup de mes amis chez les Républicains. Je leur dis juste qu'ils se trompent et qu'ils doivent venir avec nous parce que s'ils croient en leurs convictions, en nos convictions, de ce qui nous menace tous, le grand remplacement, l'islam, l'immigration, l'effondrement de l'autorité, avec cette délinquance qui gangrène partout, y compris dans nos communes rurales, s'ils veulent mettre fin au grand déclassement d'une France oubliée, la France des classes moyennes, et s'ils veulent célébrer la France rurale comme ils le prétendent, le seul qui a le courage, la constance et la cohérence d'y parvenir, et le seul qui a mis en place un outil stratégique, l'union des droites, pour qu'on gagne enfin, c'est Éric Zemmour. Donc, pour être très franc, je me suis jamais senti aussi bien depuis 25 ans d'engagement politique et j'ai jamais été aussi heureux parce qu'il y a une complicité d'abord et une communauté d'esprit avec Éric qui est fantastique. Je découvre depuis quelques mois Sarah qui porte une force, une volonté, une tour de contrôle incroyable. J'y retrouve plein d'amis, Philippe de Villiers en tête, et je sens qu'au-delà de la gravité du moment et de l'enthousiasme incroyable des Français, parce que je me déplace tous les jours comme Éric, parfois avec Éric, parfois sans Éric. On était à Lyon, par exemple, il y a quelques jours, sans Éric, avec Stanislas Rigaud et Jean-Frédéric Poisson, plus de 1000 personnes dans la salle. Voilà. Au-delà de cet enthousiasme et de cette gravité, il y a le plaisir de susciter enfin, depuis 40 ans, une espérance. Une espérance. On peut être lucide sur le constat, mais si on ne trace pas la perspective d'une espérance, à quoi bon? Éric Zemmour, vous l'avez dit, vous le connaissez depuis 15 ans. Oui. Quelle a été votre première impression, il y a 15 ans, quand vous l'avez rencontré? Et à quel moment vous vous êtes dit, finalement, peut-être qu'il n'est pas simplement journaliste et polémiste, peut-être qu'il a effectivement la capacité à se muer en candidat? Alors, je le découvre dans les années 2000, comme beaucoup, je pense, à la télévision ou dans ses chroniques, ses éditos. Il me plaît parce que moi, on m'a toujours reproché d'être un anarchiste de droite ou trop... Moi, je déteste la pensée aseptisée,
le politiquement correct, tous ces gens qui, à force de dire et de parler, ne disent plus rien, ne parlent, voilà, bon. Et Éric avait cette force, quand même, cette authenticité. Bon. Jamais, pour être très honnête, je n'aurais pensé à cet instant, dans les années 2000 et même il y a encore quelques temps, qu'un jour il basculerait dans l'arène politique qui requiert quand même beaucoup de courage. Et puis tout au long de l'année 2021, comme chaque année d'ailleurs, on s'est vu régulièrement, encore plus régulièrement, je dois le dire, en 2021, et j'ai vu monter progressivement ce qu'il raconte très bien et qui est très vrai, moi il me l'a confié. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur... Moi j'ai fait 10 ans dans la droite hors les murs, 13 ans dans la droite républicaine, et à un moment il faut bien aboutir à cette synthèse. Et je crois que lui, il a posé ses constats pendant 30 ans. Je crois que c'est son fils, mais beaucoup lui ont dit, bon, t'es brillant sur les constats, mais il va bien falloir la sauver, la France. Et que regardant autour de lui, il a vu que personne n'était prêt ou disposé à le faire, et qu'il a décidé de se lancer. Et quand j'ai accompagné, je pense, j'ai vu, j'ai observé, j'ai admiré cette éclosion, et c'est la raison pour laquelle, ce qui a été l'ultime déclencheur, il y en a eu plein de petits, c'est le discours de Villepinte que je suis de manière indirecte, qui m'émeut profondément, que je trouve d'une force incroyable, qui pose non seulement un constat, mais qui apporte des solutions très fortes, très justes, très crédibles pour la France. Et dans ces heures-là, je me dis que le destin et le courage d'un jeune Français patriote, député de la nation, ne peut être qu'à ses côtés. Quelles seraient les forces et les faiblesses d'un Éric Zemmour candidat à la présidentielle maintenant ? Alors commençons par les faiblesses, dont il est conscient d'ailleurs. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, Éric n'est pas un politicien. Et donc il y a des codes, des expériences qu'il n'a pas. Moi j'ai la faiblesse de penser que c'est un énorme avantage. Tant j'ai côtoyé d'hommes politiques codés, qui à force d'être codés, étaient aseptisés. Donc à nous, autour, Sarah le fait, Philippe de Villiers le fait, Jérôme Rivière le fait, moi et tant d'autres, bientôt, de lui apporter nos expériences d'élus. Moi j'ai été maire, député, conseiller départemental, Philippe de Villiers était ministre, président du conseil départemental, Jérôme au Parlement européen apporte cette expérience, donc tout ça va compter. Donc la chance de cette faille, entre guillemets, c'est qu'elle est rapidement comblée par tous ceux qui l'entourent. Sa force inouïe, moi qui suscite chez moi vraiment beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection, je lui disais encore il y a quelques heures, c'est l'incroyable courage. Et je pense que la première qualité qu'il faut à un homme d'État, compte tenu de la situation de notre patrie, bien sûr qu'il y a la crédibilité, il l'a, bien sûr qu'il y a le courage. Parce que c'est si facile de dire dans un dîner, avec des amis, 2-3 choses, mais le dire en public, le dire avec autant d'endurance en public, accepter d'en prendre plein la figure d'un système à bout de souffle, et avoir la détermination profonde de le faire, de le mettre en œuvre. Et ça, je le sais, je le promets, je le garantis, Éric Zemmour, président de la République, sauvera la France parce qu'il mettra en œuvre ce sur quoi il s'est engagé. J'en ai la conviction profonde. Jamais je n'ai côtoyé un homme avec un tel courage, un tel amour de la France et une telle volonté de sauver notre peuple. Parce que contrairement à ce qu'on dit, il aime la France mais pas les Français. C'est pas vrai du tout. Il aime la France de manière extraordinaire. Mais parce qu'il aime la France, il aime profondément chaque Français. Tous les jours, on échange et on discute, il reçoit, il rencontre un médecin, un agriculteur, un ouvrier, un employé, une infirmière, un entrepreneur, pour comprendre en profondeur ses difficultés. Et la fraîcheur du regard qu'il pose, n'ayant pas été un politicien pendant des années, lui donne une sincérité, une authenticité qui manque tant à la vie publique aujourd'hui. Vous parliez de rassemblement, donc ces nouvelles personnalités qui ont rejoint Reconquête dans votre sillage. Néanmoins, elles partagent le même corpus idéologique. À ce jour, ce sont des gens qui, globalement, sont des frères de pensée. Est-ce que pour gagner, Éric Zemmour n'a pas besoin aussi de gens un peu plus centristes ou avec une idéologie un peu différente de la sienne ? Alors je ne le crois pas. Je pense que ça a été toute l'erreur
je ne parle pas de la gauche, mais de la droite française, de ce qu'on appelle la droite française, que j'ai souvent, et que je continue à appeler, non pas pour les électeurs, hein, qui sont souvent des gens admirables, mais pour quelques-uns des dirigeants, la fausse droite, c'est-à-dire de droite en campagne, et une fois élue, immédiatement soumise à la gauche ou au centre. Je crois que la force justement d'Éric Zemmour et de tout ce qu'on est en train de construire, y compris des 86 000 adhérents en 50 jours, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, c'est la communauté d'esprit. C'est important de quitter l'auberge espagnole que sont les vieux partis. Au Parti socialiste ou chez LR, il y a des gens qui sont radicalement opposés sur le fond. Au bout d'un moment, ça se voit. Chez Éric Zemmour, ça n'est pas le cas. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Alors, j'ai bien dit l'essentiel. Heureusement, chacun a sa sensibilité. Tant mieux. On n'est pas d'accord sur tout le temps, mais sur l'essentiel. Nous voulons mettre fin à l'immigration. Nous voulons sauver l'école pour refaire de nos enfants des citoyens libres et de vrais patriotes. Nous voulons réhabiliter cette valeur essentielle du travail, parce que le travail est un trésor et qu'aujourd'hui il ne paye plus. Nous voulons enfin honorer les 20 millions de Français dont je suis, qui vivent dans la France rurale et qui en ont marre d'être méprisés, oubliés. Tout ça, ça crée un corpus commun. Premièrement. Deuxièmement, les Français cherchent justement face au bloc très unifié, progressiste, incarné par Emmanuel Macron, mais auquel s'adjoint assez facilement et Valérie Pécresse ou Manuel Valls, pour prendre deux profils différents. Il faut bien un bloc uni, qu'on peut appeler le bloc des patriotes, le bloc des conservateurs, le bloc républicain aussi, parce qu'il y a beaucoup de républicains qui y sont. Donc je ne crois pas qu'il faille faire supplanter les convictions par une tactique d'aller chercher ailleurs. Par contre, et c'est la force d'Éric Zemmour, c'est quelqu'un de profondément ouvert. Parce qu'il est très fier et sûr de ce en quoi il croit, comme nous n'avons aucun mal à accepter les débats, à grandir d'ailleurs, à apprendre des autres. D'ailleurs, c'est l'homme politique aujourd'hui qui accepte le plus de débats. C'est toujours intéressant de voir. Un élu ou un candidat qui refuse le débat, c'est qu'il doute de lui-même et de ses convictions. Éric Zemmour, il débat il veut débattre avec Jean-Michel Blanquer, il propose des débats avec M. Macron, il débat avec M. Mélenchon, parce que la vision qu'il porte, elle est claire, elle est forte, elle est cohérente. Donc, tendre la main, en tout cas, et puis notre caractère, c'est d'être profondément ouvert. Tous ceux qui veulent nous rejoindre sur ce en quoi on croit sont les bienvenus. Il n'y a pas de mépris ou de refus par principe. Et vous n'avez pas eu vous-même cette tentation d'échappement par le centre quand vous avez par exemple soutenu Xavier Bertrand est-ce que c'est pas ce qui manque justement à Éric Zemmour aujourd'hui, de s'agréger des personnalités tout de même qui ne sont pas attendues? Alors, moi Xavier, les gens peuvent dire que c'est une erreur peut-être. C'était un moment le printemps dernier où, moi ma conviction depuis longtemps c'est que je veux battre Emmanuel Macron. Éric Zemmour n'était pas candidat, Éric Ciotti n'était pas candidat. Le seul qui était candidat et qui annonçait sa volonté de battre Emmanuel Macron, c'était lui. Maintenant, moi, je suis plus heureux des hommes avec Éric Zemmour. Donc je ne crois pas qu'il faille réfléchir vraiment en termes de tactique. Par contre, là, ce que je peux vous dire, je suis élu depuis 10 ans, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy, j'ai été numéro 2 des Républicains. Le nombre de parlementaires, députés et sénateurs, de personnalités en vue, d'intellectuels ou de personnalités connues qui s'intéressent, qui sont intrigués, qui commencent à se poser des questions en disant mais si Éric Zemmour est le président de la République, est-ce qu'il accepterait ou acceptera qu'on puisse participer à l'aventure, sont de plus en plus nombreuses. Ça existe. Et ce sera à Éric de décider, tel que je le connais, sa porte sera ouverte à une condition, c'est que le projet qui est le sien, les convictions qui sont les siennes et donc les nôtres, rien ne soit jamais édulcoré. Nicolas Sarkozy, vous l'avez bien connu. La dernière fois que vous l'avez vu, comment cela s'est passé et est-ce que vous avez une idée du regard qu'il porte sur Éric Zemmour ou justement sur le fait que vous avez rejoint Reconquête? Alors, je le vois souvent, on a un lien évidemment, j'ai été son porte-parole, on a travaillé ensemble pendant 7 ou 8 ans. Je le vois régulièrement, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, ça doit être fin novembre ou début décembre de l'année dernière, en 2021. On a toujours des échanges passionnants parce que ça reste un animal politique, un tigre politique. Donc, et sans rien dévoiler de ce que je n'ai pas à dévoiler, je sais ce qu'il m'a appris. Il m'a appris aussi en politique une forme de courage. Il a toujours considéré
que face à ceux qui font tous la même chose et disent tous la même chose, la force d'une personnalité, c'est d'être différente, indépendante, libre de sa pensée et de ses convictions. Voilà. Il a peut-être commis des erreurs, mais on ne peut pas lui enlever que dans les épreuves des années 90, tout au long de cette campagne fameuse de 2007, il a porté des convictions fortes. Et puis la deuxième chose sur Éric Zemmour, alors ça je révèle rien, ce qu'il l'a dit publiquement, qu'il déteste la diabolisation. Qu'Éric Zemmour ne dit pas que des bêtises, contrairement à ce qu'on pourrait croire en allumant la télévision. On a l'impression que tout ce que dit et pense Éric Zemmour est faux. Donc il a, moi c'est ma conviction, je ne parle pas en son nom, je parle à travers mon analyse, je pense que Nicolas Sarkozy a une forme d'estime pour ce courage d'aller dans l'arène politique d'une campagne électorale qui est la mère de toutes les batailles, l'élection présidentielle, et sera toujours du côté, parce que c'est un homme d'État et parce que ce fut un avocat, de ceux qui sont persécutés pour leurs convictions. Et incontestablement, le système a décidé de persécuter celui qui est aujourd'hui le plus dangereux pour ce système, Éric Zemmour. Vos amis des Républicains, que vous disent-ils sur la campagne de Valérie Pécresse et quel regard portez-vous vous-même sur cette campagne ? Ils me disent, oui, on s'appelle assez régulièrement, j'ai gardé plein de copains, députés, sénateurs, maires, ce qu'on voit tous, c'est-à-dire une certaine incohérence. Valérie Pécresse, avec qui j'ai travaillé pendant 13 ans, j'ai rien contre elle humainement, hein. Moi je respecte tout, je déteste être je ne suis pas de ceux qui critiquent facilement, je préfère qu'on parle de notre projet, de notre vision, mais pour répondre précisément, Valérie, et c'était son droit, elle a voté Macron en 2017, elle a quitté les Républicains en 2019 en m'accusant et en accusant Laurent Wauquiez d'être trop à droite, puisque j'étais le vice-président de Laurent à ce moment-là. Elle, dès le soir de son élection, elle a dit qu'elle ne voulait pas prendre en considération les convictions d'Éric Ciotti, que j'avais soutenu. Elle multiplie les accointances avec Jean-Christophe Lagarde, qui a eu des propos inacceptables sur Éric Zemmour. Je rappelle la formule, 2 balles dans la tête. Donc tout ça crée une forme d'incohérence qui suscite beaucoup de recul de la part des électeurs de droite, qui sont très tentés donc aujourd'hui par Éric Zemmour. À nous de continuer à les convaincre. Et beaucoup d'inquiétude, oui, de la part des parlementaires ou des soutiens. On s'entend que la campagne patine, ce qu'on voit tous. Moi, ma conviction, c'est que le 10 avril au soir, on aura un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, parce que les deux grandes visions civilisationnelles qui s'affrontent, vous savez, il n'y a pas de victoire électorale s'il n'y a pas de victoire idéologique. Et la grande force d'Éric Zemmour et d'Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, c'est d'incarner une vision idéologique. Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est la mondialisation heureuse, c'est vive la finance mondiale, c'est les frontières, ça ne sert à rien, c'est la France, bon, c'est une petite région du monde. Les classes moyennes, on s'en fiche, parce que c'est les premiers de cordée avec la théorie du ruissellement qui un jour permettront aux classes moyennes de s'en sortir. Quant à la France rurale, je ne la connais pas, je m'en fiche et elle n'existe pas. C'est ça le macronisme. Bon, ça plaît à quelques-uns, ma conviction c'est que c'est rejeté par beaucoup. Et en face, il y a un homme qui s'est levé et qui dit « Quels qu'étaient vos votes antérieurs ? Vous avez voté Le Pen, Sarkozy, Chirac, Villiers, Séguin, Pasqua. Vous avez été divisés pendant 40 ans. Vous voulez enfin un candidat commun. Vous retrouvez dans une même famille. Gagner et sauver la France avec des mesures et une vision très forte. Le patriotisme, l'amour de la France, refaire l'école. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, qui est un sujet central de notre prochain quinquennat. Parce que quand on entend ce que nous disent nos propres enfants sur la tyrannie incroyable des minorités dans l'éducation nationale, enfin, tout ça est central, c'est fondamental. Et donc je crois que ces deux visions du monde, Macron-Zemmour, ce sera le grand duel de l'élection présidentielle. Et que ce sera très compliqué pour achever ma réponse pour Valérie, parce que idéologiquement, elle est macroniste. Et qu'une grande partie de ses électeurs, qui sont en train de le découvrir, pensent comme Éric Zemmour. Marion Maréchal, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous la connaissez ? Oui, bien sûr. Oui, je connais bien Marion, j'aime beaucoup Marion. Vous souhaiteriez qu'elle rejoigne la campagne d'Éric Zemmour, ou est-ce que vous pensez qu'elle a eu raison de quitter la vie politique et qu'elle ne doit pas y retourner ? J'ai beaucoup d'estime pour Marion. Je trouve quand elle est élue députée en 2012,
Elle a posé d'ailleurs l'une des premières, moi je l'ai fait je crois 1 an après avec la droite forte, quand on gagne le congrès chez les Républicains, elle a posé cette idée d'union des droites en disant notre génération, mais c'est pas possible, on continue à se diviser alors que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Donc il y aurait une forme de cohérence. Maintenant, moi j'ai trop de respect pour la liberté, la souveraineté personnelle. Je ne suis pas le porte-parole de Marion, il faudra lui poser la question, mais j'aime beaucoup Marion. Ouais. Pardon, ce saucisson est délicieux. Donc... on est bien ici. Hein. Allez-y. Bah oui. C'est ça la Sologne, les planches, beaucoup. les terrines, le saucisson, un peu de vin. On est bien ici. Bah oui. Bon, c'est une très bonne adresse, c'est certain. On est bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu à vous. D'abord, vous avez grandi à Vanves, porte de Vanves, il me semble. Oui. Un petit urbain rattaché donc à la Sologne par la pêche, par l'amour de la nature, si j'ai bien compris. Par mon grand-père, oui. Enfin, voilà, des études, j'allais dire, et peut-être qu'on pourrait en parler, mais vous avez fait une hippocane, une canne, c'était encore cet esprit de méritocratie, d'excellence, offert à tous, j'allais dire. Et puis vous avez commencé par l'enseignement, vous avez enseigné l'histoire-géographie au lycée. Alors d'abord, est-ce que vous avez des souvenirs de cela et est-ce que c'est pour ça que l'école, vous y tenez autant aujourd'hui et que vous avez envie d'en parler? Ce qui m'a beaucoup plu, et ce que la classe politique ne comprend pas, chez Éric Zemmour, bien sûr le grand remplacement, bien sûr la civilisation, tout ça est essentiel, central, prioritaire. Bien sûr le travail, la France rurale, évidemment. Mais pour réussir tout ça, aujourd'hui et sur le temps très long, la priorité des priorités, ce sera l'instruction et donc l'école. Il n'y aura pas de redressement durable de notre peuple, il n'y aura pas de capacité à sauver notre patrie si nous ne refaisons pas l'école. Pourquoi ? Parce que moi je dois tant à l'école. Moi je suis fils d'une France des classes moyennes, mon père était commis de chantier, ma mère laborantine. On a grandi effectivement pendant jusqu'à 15 ou 16 ans dans un logement social au 13e étage d'une tour près de la porte de Vanves. J'ai vu de mes yeux les difficultés sociales, la souffrance sociale. Papa a connu le chômage. J'ai vu l'effondrement de l'autorité, l'explosion de la délinquance, le cataclysme des conséquences liées à l'immigration. Il y avait 35 ou 40 nationalités dans notre bloc d'immeubles, avec des confrontations terribles jusqu'à des morts entre communautés. Et donc tout ça a nourri ma propre réflexion. Si on me connaît bien, on sait que je suis pour ça que j'ai décidé de servir mon pays à travers un engagement politique et une vocation politique. Je suis un amoureux profond de la France. Plus que tout, j'aime mon pays et j'aimerais que mes enfants, nos enfants, puissent vivre dans un pays où il fait bon vivre. Ce qui est tout sauf le cas aujourd'hui. Et pour ça, je dois, et nous sommes des millions à devoir tant à des instituteurs extraordinaires, à des professeurs extraordinaires, à une école qui sans doute encore, puisque je vieillis, à l'époque gardait une part, tout ça est en train de disparaître, de rapport à la méritocratie, à l'effort, à la discipline, à l'admiration qu'on pouvait avoir non pas pour l'enseignant, parce que nous n'étions pas des enseignés, mais le regard que l'élève portait à son maître, au professeur qui transmet un savoir, une passion, sa propre matière et non pas du pédagogisme absurde. Et tout ça, ça m'a marqué profondément. Ça m'a marqué à travers un professeur de français extraordinaire, et ça je le dois à mes parents, qui, c'était la dernière année on pouvait faire, m'a permis de faire français, anglais, allemand, ça c'est latin-grec, de suivre jusqu'en terminale des cours de latin-grec, de rentrer en classe préparatoire Hippocagne et Cagne, que j'ai eu la chance d'exercer en Cagne au lycée La Canale avec que des tronches, des gens brillantissimes et une exigence de travail considérable, avec un prof de philosophie que j'ai rencontré à mon adolescence, Monsieur Absil, qui était un passionné de Louis Junier, c'est-à-dire le grand spécialiste de Saint-Augustin, d'Aristote, de Saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la adequatio reiet intellectus, c'est la seule phrase en latin que je connaisse comme je le dis dans mon livre, mais c'est ma recherche permanente de la vérité. Et la vérité, c'est l'alchimie subtile entre des convictions et le réel. Voilà, être toujours dans l'équilibre, dans la juste mesure, dans la recherche du mésos, comme on dit. Donc, tout ça a nourri plein de réflexions. 2 années de classe préparatoire, fantastique. J'ai bossé comme jamais, mais une exigence, le rapport au travail. Et puis après, mon premier métier, ça c'était merveilleux,
pas longtemps parce qu'après j'ai voulu m'engager en politique, mais professeur d'histoire-géographie en lycée et en collège. Et la volonté, j'ai vu d'ailleurs la différence entre ce que l'IUFM, ce qu'on appelait ça comme ça à l'époque, nous imposait, le pédagogisme, que j'ai très vite récusé, et cette façon, au nom du souvenir de mes professeurs que j'avais, d'enseigner, de transmettre la passion de l'histoire à travers des histoires. Parce que pour bien comprendre la Grèce, Athènes, Sparte, quoi de mieux que de raconter 1000 anecdotes vécues à l'époque, la passion que j'ai pour le XVIIe siècle, en particulier évidemment Richelieu, Mazarin, enfin bon, j'ai plein de choses à raconter, mais oui, j'ai un amour de l'histoire, un amour de l'école. Pardon, je me suis peut-être égaré en parlant un peu trop de moi, mais tout, au contraire, je suis vraiment un livre passionné. Et Éric Zemmour, on en parle tous les jours. Je pense que le sujet dont nous parlons le plus, c'est comment nous allons refaire l'école. Et c'est très important parce que on dit oui, tout ça, Éric Zemmour, c'est très dur. Bien sûr que nous serons très durs et intraitables. Bien sûr que nous allons terroriser les terroristes. Bien sûr que nous allons mettre fin à l'immigration. Bien sûr que nous serons intraitables avec les délinquants. Bien sûr. Mais la vision qu'il porte, il faut que chacun l'imagine. Pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nous allons refaire l'école. C'est-à-dire que nous allons redonner la France à aimer dans nos écoles. Nous allons remettre les savoirs fondamentaux. Nous allons réapprendre à nos enfants à savoir lire, écrire et compter, c'est-à-dire, c'est pas lire, écrire et compter, à redevenir des citoyens libres, indépendants, à l'esprit critique. Des citoyens et non pas des consommateurs. Ça va tout changer, on va recréer ce certificat d'études, cet examen d'entrée en 6e, non pas pour sanctionner un élève en difficulté, pour lui permettre de se rattraper et permettre aux très bons de continuer à accélérer. On va remettre les travaux manuels. Parce que l'intelligence de la main, elle vaut l'intelligence de l'esprit. On va sortir du collège unique, on va sortir du pédagogisme, on va interdire aux associations antiracistes, LGBT et tout ça de venir faire leur propagande sur nos enfants. On va refaire de l'école le sanctuaire de l'excellence, du mérite, du travail et donc de la fraternité, de la vraie et belle fraternité. Et ça va être magnifique. Ça va être le grand défi des prochaines années. Vous avez écrit un milieu de cordée, donc qui est un essai sur justement à travers votre propre vie et à travers ce que vous avez pu observer, sur justement cette difficulté de la classe moyenne aujourd'hui à se raccrocher comme c'était le cas auparavant. Ça fait écho au livre de Jérôme Fourquet, oui, bien sûr, qui vient de sortir sur la démoyennisation. Ceux qui nous écoutent le savent, parce qu'il a été interviewé il y a une quinzaine de jours. Il est passionnant, Jérôme. Il a tout compris depuis des années. Il faut le lire. Il faut le lire. C'est fantastique. Présidentielle. Et justement, cette classe moyenne, vous faites des propositions dans ce livre. Il y en a une qui consiste à une forme de taxe Tobin, donc 3% de taxation. Racontez-nous, mais j'étais très surpris. Je vous imaginais plutôt dans un libéralisme assez pur. Et finalement, je vous ai compris davantage dans une lignée gaulliste sociale. Alors, racontez-nous cette réforme. Est-ce que vous pourriez encore la défendre aujourd'hui? Et effectivement, sur le plan économique et social, où est-ce que vous vous positionnerez? Alors, oui, fondamentalement, mes références économiques et sociales, c'est bien plus le général de Gaulle, Philippe Séguin, ou, si on veut remonter encore plus loin, la doctrine sociale de l'Église du 19e, qu'Édouard Balladur, ou voilà, je ne me considère pas comme un ultralibéral. Alors, si libéral c'est aimer les entreprises, vouloir supprimer des taxes, les impôts, les normes, la réglementation, considérer que la France est devenue un pays socialiste avec 1000 milliards d'impôts, oui, je suis libéral. Si, par contre, l'ultralibéralisme, ce que je crois, c'est la loi du plus fort et la loi de la jungle, c'est l'incapacité pour l'État à protéger nos intérêts stratégiques vitaux, agricoles, industriels, et à ne pas permettre au travail d'être mieux récompensé et mieux rémunéré, alors je ne le suis pas. Donc au fond, oui, je suis probablement, comme Éric Zemmour d'ailleurs, on en parle souvent, dans une filiation économique gaulliste dite de la troisième voie. C'est-à-dire que quand certains plaident pour la lutte des classes, à droite et à gauche, nous plaidons pour la réconciliation des classes. Comment on réconcilie les classes? En s'appuyant sur le cœur battant, le cœur central, le corps central
de l'économie française, de la société française, les milieux de cordée, les classes moyennes. Nous, on considère que les milieux de cordée sont devenus les premiers de corvée, que voilà, toute la journée, on taxe, bon, et qu'il faut donc engager une politique de hausse des salaires. Alors, la proposition que je soutiens, parce que moi, je fais certaines propositions, d'autres aussi, c'est Eric, le patron, c'est lui qui tranche. Donc, notre proposition aujourd'hui, c'est de diviser par deux la CSG pour créer un 13e mois pour tous les travailleurs des classes moyennes et modestes. C'est quand même très, très fort. La défiscalisation des heures supplémentaires intégrales, la défiscalisation de l'intéressement de la participation, tout ça représentera une hausse, un choc de salaire et de pouvoir d'achat considérable. Moi, dans ce livre, j'allais plus loin. Je pense qu'un jour, on y viendra, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. J'ai travaillé sur cette idée avec beaucoup d'économistes. C'est de dire, au fond, pendant le XXe siècle, le travail était pléthorique. Et donc, pour financer notre modèle social, il suffisait de taxer le travail. Aujourd'hui, le travail s'est raréfié. Il y a beaucoup d'injustices. Quand on se lève le matin et qu'on travaille, au fond, on ne gagne pas tellement plus que celui qui ne fait pas l'effort d'aller travailler. Il y a donc une colère profonde en France. Et pour mettre fin à cette colère et à cette injustice, il faut augmenter les salaires. Comment ? En supprimant les cotisations salariales et patronales. Donc, dans mon modèle, il n'y a plus de cotisations sociales. C'est-à-dire que votre salaire brut devient votre salaire net. Vous imaginez le choc positif. Il n'y a plus un seul petit patron qui paye une charge patronale. Vous imaginez le choc de compétitivité pour toutes nos PME, nos artisans, nos commerçants, voilà, qui vont enfin avoir la trésorerie, avoir une juste rémunération pour leur travail. La condition de tout ça, c'est d'imaginer un micro-prélèvement, non plus sur le travail, mais sur tous les mouvements d'argent du quotidien, quand je retire 50 € à un distributeur, quand je vais faire un plein de courses, etc. C'est finalement transformer le partage de la valeur ajoutée. Voilà, c'est exact. C'est passionnant. Mais est-ce que c'est faisable politiquement ? Est-ce qu'on peut politiquement aujourd'hui, là on sort un peu de la campagne. Oui, on sort de la présidentielle, c'est sur un truc très long. C'est sur le fond, au fond, est-ce que les politiques sont capables de changer de modèle, ou est-ce que finalement ils ne peuvent pas seulement se contenter à la marge d'écrémer, d'émonder C'est la question centrale que je me suis posée pendant tant d'années, et j'ai essayé de l'intérieur des Républicains. J'ai très vite compris qu'il fallait un président de la République qui ne soit pas... Mitterrand avait une formule terrible et assez juste. Après moi, disait-il, il n'y aura plus que des comptables et des financiers. Et au fond, la différence entre tous les candidats à Éric Zemmour, c'est la même différence qu'entre des comptable, j'ai beaucoup de respect pour les comptables, ça c'est une image, et un visionnaire. Et Éric Zemmour, c'est pas quelqu'un qui va réformer la France. C'est pas quelqu'un qui va gérer plus ou moins bien la France. C'est quelqu'un qui va la sauver, d'abord sur le plan civilisationnel, sur le temps long avec l'école, mais qui est capable d'inventer des modèles nouveaux. Là, les grands hommes d'État ont inventé des modèles nouveaux. Quand on est passionné du XVIIe siècle, de Richelieu à Colbert, il faut même remonter à Sully et Henri IV, mais il y a eu des modèles nouveaux. Napoléon Bonaparte invente un modèle nouveau. Le général de Gaulle invente une synthèse nouvelle. Moi, je crois qu'Éric Zemmour a cette force, cette volonté et cette force de caractère et de tempérament. Un jour, peut-être, et c'est pas pour maintenant, moi c'est une réflexion de temps long, mais je crois que la taxation du travail doit être supprimée pour libérer les travailleurs et les entrepreneurs, et qu'on doit la remplacer, parce qu'il faut bien financer, par une micro-taxation des mouvements d'argent, puisque tout ça s'est développé contrairement au travail. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, la Suisse, petit pays certes, mais enfin souvent en avance sur beaucoup d'autres sur les questions économiques, et pays prospères, a prévu, fin 2022, début 2023, un référendum sur la proposition que j'évoque. Donc ça va être très intéressant de voir comment les Suisses et les Européens réagiront à ce moment-là. On revient un petit peu dans la campagne. Parmi les gens que vous avez rencontrés en rejoignant Éric Zemmour, qui vous a le plus séduit parmi ceux que vous ne connaissiez pas ? Vous avez eu un coup de cœur ? La rencontre la plus marquante, parce qu'à 28 ans, elle a une passion pour la chose publique, une capacité de travail hors du commun, et une capacité à manager, animer avec à la fois beaucoup d'autorité et de bienveillance, c'est Sarah, on ne peut pas être plus franc. On travaille énormément ensemble, donc je reconnais volontiers. Alors là, c'est des retrouvailles, je ne peux pas dire que ce soit Philippe de Villiers, parce que forcément. Mais on s'appelle 10 fois par jour, et plein de gens que je ne connaissais pas. Alors que les autres ne soient pas vexés, je pourrais en citer plein, mais parce que vous me posez des questions, je vais essayer d'incarner ça. Ça va de Stanislas Rigaud, qui
qui est un porte-parole jeune avec une fraîcheur, une authenticité. Ce que je veux dire à chaque Français, c'est si vous en avez marre des discours convenus, des mensonges, des trucs manipulés, si vous voulez enfin rejoindre une famille politique hyper authentique, hyper sincère, avec la force des convictions, l'amour de la France, Stanislas en est un bon exemple. Denis aussi qui m'aide, enfin, et que j'aide surtout, pour les signatures. Un gars incroyable. J'étais en déplacement à Lyon, de Thibaut Monnier à Olivier Pirat, à Antoine Méliès. Partout se lèvent. C'est des symboles pour démontrer que partout se lèvent dans tous les départements, mais des gens extraordinaires. Une nouvelle génération. C'est ça qui est le plus marquant. Des gens qui ont 20, 30, 40 ans, qui ont la passion de la France, l'amour de la France, qui sont prêts à tout quitter pour essayer de la sauver. Et c'est pour ça que notre victoire, elle est inéluctable. Elle est inéluctable parce qu'elle part des profondeurs de la France, qu'elle s'appuie sur notre amour de la France, et qu'en face, c'est un château de cartes encore puissant, mais qui va finir par s'effondrer, puis il n'y a plus de fondation. Nous, on est en train de construire des fondations solides. J'allais vous poser une dernière question de conclusion, mais vous l'avez très bien faite. Merci. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Merci. Et on va continuer dans le village. Ouais, très bien. Et la solenote, quelles sont ses caractéristiques C'est un animal qui est très rustique. D'accord, très résistant donc. Qui est très rustique et résistant, effectivement. Plus viande, plus lait dans ce cas-là. Non, justement, c'est un animal qui fait pas beaucoup de viande en quantité et en conformation également. Par contre, c'est une viande qui est lente à venir. Généralement, les animaux sont finis à l'herbe. D'accord. C'est une viande qui est gustativement plus intéressante que d'autres races. Mais c'est vrai que du coup, il y a moins de rendement. Oui, c'est la raison pour laquelle c'est une race qui a complètement été abandonnée après la guerre. Je crois que c'est la première fois qu'Éric Zemmour d'ailleurs rencontre un éleveur. Et vous êtes éleveur de moutons. Exactement. On va essayer de lui montrer un petit peu ce qu'est mon quotidien. On a du mal à négocier avec la grande distribution pour justement vraiment valoriser ces coûts de prod qui s'alignent sur les coûts de production. C'est le principal problème de la grande distribution, justement la façon dont elles ont la main sur justement on arrive quand même à expliquer et à justifier nos prix de toute façon. Et j'ai une question aussi, pourquoi Éric Zemmour parce que vous avez par principe envie que les candidats à la présidentielle s'intéressent à la filière élevage et en particulier à l'ovin, ou parce que vous aviez naturellement peut-être une proximité avec ces idées? Moi, à l'origine, un peu spécialement. J'ai effectivement, j'écoute ces idées, comme j'écoute celles d'autres. Aujourd'hui, on a des vrais problèmes de ruralité. Je trouve qu'Éric Zemmour a certaines grandes idées pour la France qui sont tout à fait réfléchies, mais ça n'empêche qu'il a besoin de connaître aussi la France rurale, quoi. Et là-dessus, je trouve que c'est très bien qu'ils viennent voir ce que c'est qu'une ferme, parce que la France rurale, aujourd'hui, la France de dehors des villes, elle n'est pas beaucoup représentée, écoutée, et que ce soit par Éric Zemmour ou que ce soit par n'importe lesquels des autres, quoi. Et donc lequel que ce soit, à partir du moment où il y a des problématiques qui sont écoutées et des systèmes économiques qui sont aussi regardés, parce que c'est peut-être des petites économies, ça n'empêche que c'est ce qui fait quand même l'alimentation des Français, quoi. Oui. Et donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir en parler, et ça, quel que soit le candidat, si tu veux. Je trouve que c'est quand même important que Éric Zemmour vienne dans notre village, surtout pour un petit village de 380 habitants. Et ça, je dis bravo.
Rêver, rire, pleurer, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre son feutre de travers, pour un oui, pour un non. Se battre ou faire un verre. Il est là, le courage. Il est là, le panache. Elle est là, notre patrie. Il est là, Éric Zemmour.